Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour Moment 3 de Windows 11 22H2, la troisième mise à jour de fonctionnalité pour Windows 11. Si vous cherchez du contenu sur Windows 11, je vous rappelle que je vous ai fait des vidéos sur Windows 11 22H2, puis sa première mise à jour de fonctionnalité Moment 1, puis sa deuxième mise à jour de fonctionnalité Moment 2, deux mises à jour qui étaient extrêmement intéressantes sur des machines qui à la base avaient des régressions par rapport à Windows 10. Cette machine-ci en particulier, je vous avais montré, avec Moment 2, elle revenait au niveau de Windows 10 et redevenait très intéressante à utiliser puisque c'est une machine 2 en 1, tactile, et donc je récupérais les fonctionnalités que j'avais historiquement dans Windows 10. Ici, c'est une autre histoire dans cette mise à jour Moment 3. C'est une mise à jour paresseuse, alors j'imagine que les équipes Microsoft font toujours de leur mieux, mais elle est assez pauvre en termes de fonctionnalités. Vous verrez qu'il y a des trucs intéressants, mais de niche, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de personnes qui vont au final avoir besoin des fonctionnalités qui sont présentées. Si je dois vous montrer une fonctionnalité de Windows 11 Moment 3, je vous la montre en direct ici, donc dans les réglages, d'ailleurs ça irait plus vite si j'allais directement dans les paramètres de barre des tâches. Vous avez la possibilité ici, il va bientôt être minuit, ça va bientôt être quand même l'heure que j'aille au lit parce que demain je travaille. Vous avez la capacité d'ajouter les secondes dans la barre des tâches, dans l'affichage de l'heure. Donc vous voyez ici, hop, comme ça je saurai exactement quand est-ce qu'il sera minuit, et je vais vite filer au lit. Mais donc vous avez cette capacité-là, dites-vous bien que ça c'est une des améliorations majeures de Moment 3. Donc quand on en est à ce niveau-là, évidemment, vous voyez qu'on est sur des points de détail. Il y a des choses très intéressantes, vous allez voir dans la transcription de l'audio sous forme de texte, la gestion de l'USB 4, la gestion automatique de la luminosité de votre écran quand votre matériel supporte ce type de fonctionnalité. Si jamais vous avez du matériel qui n'est pas tout à fait récent, ou du matériel récent comme ma machine qui est ici, mais qui n'a pas tous les capteurs nécessaires, vous n'exploitez pas toutes les nouveautés en fait que Microsoft ajoute dans Windows 11. Voilà, donc vous verrez tout ça, la gestion multi-onglets, etc. Mais vous verrez qu'au final, Moment 3 est bien en retrait par rapport aux capacités qui étaient ajoutées par Moment 1 et Moment 2. Donc je vous explique dans le détail ce que c'est que ces mises à jour Moment, comment vous pouvez les avoir sur votre machine quand elles seront évidemment disponibles et publiées par Microsoft. Et puis comme ça, vous aurez un aperçu. J'essaye à chaque fois de vous donner des exemples quand je le peux, quand je le peux pas. Je vous mettrai des captures de la fonctionnalité telle qu'elle est documentée par Microsoft, puisque moi, j'ai les limites de mon matériel. Si c'est pas possible sur mon matériel, je peux juste vous mettre des captures pour vous montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve donc sur mon ordinateur portable pour vous présenter les différentes fonctionnalités de cette troisième mise à jour de fonctionnalité de Windows 11 22H2. Mon ordinateur portable, pour rappel, donc vous avez le test en vidéo et puis je vous le présente régulièrement, mais c'est un Dell Inspiron 7391 2 en 1, donc il a des capacités tactiles, etc. Donc il est pratique pour montrer certaines fonctionnalités de Windows 11. Malheureusement, sur cette version-ci de ce Moment 3, cette mise à jour de fonctionnalité 3 de Windows 11, il y a plein de choses que je peux pas vous montrer. Vous verrez, luminosité adaptative, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas avec mon ordinateur portable. L'USB 4, je n'en ai pas sur mon ordinateur portable. Donc évidemment, il y a des sections que je ne vais pas pouvoir vous montrer. C'est malheureux parce que c'était les quelques petits trucs nouveaux de Windows 11, donc je vous ferai des captures d'écran dans les sections que je ne peux pas vous présenter. Je vous montre juste quand même la version que je vous présente aujourd'hui. Donc je suis sur une 22H2, version Windows 11 Famille. Pour information, les mises à jour Moment, donc la 1, la 2, la 3, ce sont des mises à jour de fonctionnalités de Windows 11 sur une version existante de Windows 11. Donc on reste sur la 22H2, c'est juste des nouveautés en termes de fonctionnalités. Ça ne change pas aux fondamentaux, on va dire, de la version de Windows 11. La prochaine version sera la 23H2, donc qui sortira septembre-octobre de cette année. Et c'est parce que je pense, une des raisons en tout cas particulière, c'est parce que il y a cette 23H2 qui sort, que cette version 22H2, vous allez voir, est particulièrement pauvre en termes de fonctionnalités. Il y a assez peu de choses. Je pense qu'il se focalise actuellement sur la 23H2. D'une part, pour pas la vampiriser en termes de nouveautés, en sortant tout avant qu'elle arrive sur le marché. Et puis probablement aussi parce qu'ils ont moins de capacité de développement, puisque vous savez que Microsoft a licencié quand même pas mal de personnel. Donc ça joue aussi peut-être dans tout ça. En tout cas, on reste bien sur une 22H2. Et le numéro de build, celle avec la build avec laquelle je vous fais la démo, c'est la 22621.1776. Les fonctionnalités que je vous montre aujourd'hui sont accessibles sur ma machine pour plusieurs raisons. Déjà, je suis en Windows Insider, donc je suis sur
le canal Release Candidate, donc j'ai accès aux releases un tout petit peu avant qu'elles soient disponibles pour le grand public. C'est relativement sûr de procéder comme ça, mais quand même, malgré tout, s'il y a des bugs qui sont identifiés tardivement, bah, vous allez avoir des bugs. Donc, si vous voulez vraiment pas avoir de soucis, n'activez pas ce type de solution. C'est vraiment pour prétester les fonctionnalités de Windows. Et l'autre chose, alors qui n'est pas directement liée à Moment 3, mais que vous avez dû voir apparaître il y a quelques temps, vous avez la capacité ici d'activer la réception des mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Donc, n'oubliez pas de rechercher les mises à jour et activer ça si vous voulez recevoir cette version de Windows 11 dès qu'elle est disponible. Mais si vous voulez être tranquille, vous désactivez aussi ce réglage-là, comme ça, la proposition de mise à jour n'arrivera que quand vraiment c'est le moment de faire la mise à jour de Windows 11. C'est la version officielle qui a été sélectionnée en tant que, alors Moment 3, mais elle n'existe pas en tant que telle, en tant que Moment 3. Vous avez l'entrée Knowledge Database de Microsoft si vous voulez en savoir plus. Au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore publiée. Vous voyez que la dernière que j'ai, c'est celle du 9 mai. Donc j'ai pas en fait accès à cette version 1776. Donc si entre-temps elle est sortie, je vous la mettrai vite fait en capture d'écran, mais vous pourrez y avoir accès. Par contre, il y a le blog Microsoft qui vous liste quand même les nouveautés, donc c'est ce qu'on va regarder. Et malheureusement, la plus grosse nouveauté, à mon sens en tout cas, la plus grosse nouveauté qui concernera le plus de personnes qui utilisent Windows 11, va se trouver ici dans la barre des tâches. Donc vous voyez ici que vous avez l'heure, les minutes et la date. Et vous avez la capacité en faisant un clic droit, et pas en allant dans les paramètres d'horloge, hein, surtout pas clic droit, régler la date de l'heure, mais bien clic droit sur la barre des tâches et paramètres de la barre des tâches ici. Donc ça vous emmène dans la personnalisation. Vous allez dans le comportement de la barre des tâches et vous pouvez ici cliquer sur afficher les secondes de l'horloge de la barre d'état système. C'est bien marqué par Microsoft que ça consomme plus d'énergie, donc déjà je vous montre ici que on voit apparaître les secondes, donc c'est assez intéressant. Par contre attention, comme forcément ça nécessite la remise à jour de la barre des tâches toutes les secondes, forcément sur une machine qui est sur batterie, vous allez consommer plus d'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle ils vous mettent ça. Alors sur une machine branchée sur le secteur, je pense que ce sera anecdotique. Si vous êtes sur ordinateur portable, ça peut être intéressant de ne pas activer cette fonctionnalité-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle reste par défaut désactivée. En tout cas, si vous voulez voir les secondes s'afficher, c'est possible. C'est dommage juste qu'ils n'aient pas autorisé, par exemple, un réglage qui vous dit afficher quand on est sur secteur et ne pas afficher quand on est sur batterie. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. En tout cas, vous n'avez pas cette possibilité-là. Voilà, pour moi, c'est malheureux à dire, mais c'est la plus grosse mise à jour en fait fonctionnelle que vous allez avoir dans Windows 11. Vous verrez que le reste, c'est des points de détail, alors qui peuvent s'appliquer à certaines personnes, qui sont super utiles pour certaines personnes, mais pas pour la majorité des cas. Dans cette mise à jour de Windows 11, vous avez l'ajout de la fonctionnalité de contrôle de luminosité adaptative, Content Adaptive Brightness Control en anglais, donc CABC, qui permet à des machines, alors c'est principalement les ordinateurs portables et les 2 en 1, donc les tablettes avec clavier détachable, de gérer la luminosité en fonction du contexte d'utilisation, donc en fonction de ce que vous affichez à l'écran, et puis en fonction de la luminosité ambiante. L'idée, c'est d'améliorer l'autonomie de la machine, ne pas la mettre avec la luminosité à fond quand il n'y a pas besoin. C'est similaire en fait à ce que vous avez sur un smartphone, et vous le trouverez donc dans les réglages système, donc dans système écran. Vous aurez sur l'écran interne de la machine, donc l'écran principal de la machine, la possibilité ici dans la section luminosité, en dessous, d'activer la gestion dynamique de la luminosité. Dans mon cas de figure, j'ai un ordinateur portable Dell 2 en 1, pour autant, vous voyez que j'ai pas l'option qui est activée, je pense qu'elle ne s'affichera pas. J'ai essayé de mettre à jour le BIOS, au cas où, si jamais Dell avait activé ou autorisé cette fonctionnalité. Peut-être qu'il manque le petit capteur qui va bien. En tout cas, je vous mets la capture d'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Dans cette section, si vous avez la capacité sur votre machine physique, vous aurez 3 options. On, toujours et sur batterie. Donc en fonction des cas d'utilisation, vous pouvez demander de ne jamais utiliser cette fonctionnalité-là, donc du coup vous serez comme dans les versions antérieures. Sur batterie, ça veut dire que évidemment ça ne s'activera que quand vous êtes en mode batterie, et donc c'est particulièrement intéressant pour préserver l'autonomie, et puis toujours si vous êtes dans des situations où ça vous dérange pas de faire varier la luminosité dynamiquement. Attention quand même, en faisant varier la luminosité, ça a des impacts suivant les activités que vous faites, en particulier si vous faites de la retouche photo, du montage vidéo, des choses comme ça, vous avez des écrans qui sont calibrés pour certaines luminosités, donc n'appliquez pas ça dans certains contextes d'utilisation.
En tout cas, voilà, ça se trouve à cet endroit-là. C'est nouveau, c'est très similaire à ce qu'il y a sur la plupart des smartphones, et c'est intéressant, parce que normalement, avec ça, vous devriez préserver un petit peu l'autonomie de votre machine. Un des ajouts majeurs, car qui est principalement un ajout d'accessibilité, mais vous verrez qu'on peut l'utiliser dans d'autres contextes, ce sont les sous-titres en direct. Alors les sous-titres en direct, je vous les avais déjà présentés dans une vidéo précédente, qui vous présentait donc Windows 11 22H2, mais c'était une fonctionnalité qui n'était accessible que en langue anglaise, donc c'était assez limité. La nouveauté dans cette version Moment 3, c'est que vous y avez accès aussi en français. Donc, comme vous avez la possibilité de télécharger des packs de langue pour le clavier virtuel, pour la langue du système d'exploitation et évidemment d'autres choses, par défaut, il vous demande de télécharger évidemment le pack de langue pour faire les sous-titres en direct en français, puisque par défaut, vous ne l'avez pas, puisque c'est ce qui arrive avec cette version-là. Donc vous acceptez, vous attendez évidemment le téléchargement, l'installation de ces sous-titres. Je vous montrerai où ils se trouvent ensuite dans vos packs de langue. Vous pouvez évidemment en avoir plusieurs d'installés dans plusieurs langues différentes si ça vous intéresse, de l'anglais et du français. Et on voit ici, prêt pour le sous-titrage, et on voit que le pack de langue a été installé depuis le Microsoft Store. Donc on peut fermer ici la petite fenêtre, et vous voyez que ça désactive la fonctionnalité. Donc à chaque fois que vous allez avoir envie d'utiliser les sous-titres en direct, vous utiliserez le raccourci Windows CTRL L, ou alors vous allez dans les paramètres, et vous activez ici la fonctionnalité. L'avantage des sous-titres en direct, c'est plusieurs choses. C'est déjà une fenêtre éventuellement flottante, que vous pouvez mettre où vous voulez dans votre interface Windows. La possibilité, évidemment, de changer aussi la manière dont l'écriture se fait, donc changer l'arrière-plan, changer la police d'écriture, changer la taille de la police d'écriture, et la capacité, évidemment, d'intercepter tous les flux audio qui passe sur votre machine. Donc ça peut être un appel téléphonique si vous faites un appel téléphonique, ça peut être une vidéo que vous regardez, un vlog, ça peut être, je sais pas, si vous écoutez un podcast, ça peut être le podcast. Donc ça peut être extrêmement utile pour beaucoup de personnes, pas seulement des personnes qui ont des problèmes d'audition, mais aussi éventuellement pour vous aider à suivre du contenu. Pour avoir un exemple concret, on va prendre ma vidéo sur Moment 2, je lance la vidéo, je vais mettre à une section où évidemment je parle. Voilà, vous voyez que c'est en soi assez basique comme fonctionnalité, ça vous permet très facilement comme ça de suivre le contenu de ce qui est dit ici dans une vidéo et d'en avoir la matérialisation sous la forme d'un texte plus facilement lisible, et puis ensuite vous adaptez en fonction de vos capacités visuelles, en fait vous adaptez la taille du texte et le rendu en termes de couleur. En tout cas c'est assez pratique, c'est pas quelque chose forcément de nécessaire, mais je pense que ça dépannera pas mal de personnes dans plusieurs situations. Je vous l'ai dit, hein, ça s'utilise dans pas mal de contextes. C'est plus utile quelque part que les sous-titres. À partir du moment où ils sont générés automatiquement, c'est le cas pour mes vidéos personnellement, mais ça peut vous permettre d'aller au-delà d'une génération automatique de sous-titres YouTube, mais de l'appliquer à plein de flux audio de sources diverses. Je vous montre quand même vite fait que c'est un pack de langue, et comme les packs de langue, vous l'avez dans heure et langue. Vous avez tout ce qui est langue et région et voix, donc c'est ici que vous pouvez régler les packs de langue. Et donc c'est là où vous retrouverez vos différents packs de langue, ici avec la partie française, donc vous avez le côté linguistique, les conversions pour la synthèse vocale, la reconnaissance vocale et d'autres choses. Et donc c'est là où vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des langues à Windows pour le faire pour le régler en anglais, pour changer ses paramètres régionaux et tout ça, et vous pouvez avoir plusieurs langues en parallèle sur une installation de Windows. Ici, moi sur cette machine-là, je n'ai que le pack de langue Windows français d'installer, donc vous voyez ici les parties écriture manuscrite, reconnaissance vocale et frappe. Ça sert aussi au clavier virtuel et tout ça, hein. Vous pouvez régler les layouts de clavier, donc la manière dont les touches sont organisées sur votre clavier. Mais sur ma machine pro, j'ai une langue anglaise installée avec des capacités françaises quand même présentes. Donc à vous de régler en fonction de ce dont vous avez besoin. Côté accessibilité, vous avez des améliorations sur l'accès vocal. Alors à ma connaissance, l'accès vocal n'existe qu'en anglais, mais avec maintenant des subtilités dans les langues supportées, donc on va faire l'impasse là-dessus puisque c'est que de l'anglais. Donc vous avez en anglais États-Unis, pour le moment la langue française n'est pas prise en charge, et ce que dit le blog ici, c'est que vous avez des variantes de dialecte anglaise, donc avec les accents quelque part, accent indien, accent anglais, accent de Nouvelle-Zélande, canadien et australien. Pas de français, donc du coup c'est un petit peu dommage. Donc c'est aussi une limitation. Vous avez des capacités de déclencher des commandes vocales directement depuis vos applications, mais comme actuellement c'est de l'anglais, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui pilotent leur machine française avec des commandes vocales en anglais. Donc pour le moment, je fais l'impasse dessus. Quand on aura un voice access, donc un accès vocal en français,
peut-être pour la 23H2, je ne sais pas trop. Dans ce cas-là, on reviendra sur ces fonctionnalités, on fera quelques tests, parce que c'est assez efficace en langue anglaise, en tout cas quand on voit des démos, mais malheureusement, tant qu'il n'y a pas du français, ça reste anecdotique, on va dire, pour des utilisateurs francophones. Petite amélioration, et c'est vraiment minime, sur la gestion du VPN et sa représentation dans la barre des tâches. Donc ici, vous voyez, je suis connecté sans VPN, je suis connecté en réseau local filaire, donc vous avez l'icône ici, réseau local filaire, ça serait l'icône traditionnelle Wi-Fi que vous connaissez si vous êtes connecté en Wi-Fi. Je parle de l'icône ici, là, avec les petits symboles émetteurs. Et quand vous activez un VPN, alors les VPN se trouvent dans la partie réseau internet VPN ici. Alors ici j'ai mis un VPN que je vous recommande pas nécessairement, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Vous voyez ici, vous avez une icône VPN qui vous explique avec un petit bouclier que vous êtes protégé. Quand vous démarrez la connexion au VPN, vous allez regarder ici la petite icône réseau. Elle va changer, elle va afficher une toute petite icône VPN pour vous montrer que la connexion est sécurisée par un VPN. Voilà, vous le voyez ici, alors malheureusement, c'est pas heureux en termes de manière de faire, mais vous voyez qu'on a une toute petite icône grise, à peine visible, qui représente le logo VPN, qui est au-dessus de l'icône réseau. Donc ici, sur un réseau filaire, avec la petite icône VPN, et puis quand vous survolez, vous voyez les réseaux qui sont connectés, et puis c'est la fonctionnalité VPN traditionnelle, hein, donc vous voyez, vous pouvez suivre ici la connexion à un réseau VPN. Alors, il y a pas mal de solutions, je pense à WireGuard ou autres, qui sont des solutions avec des clients plutôt propriétaires. Ici, ça ne fonctionne évidemment qu'avec les VPN que vous pouvez directement configurer dans Windows 11 avec les protocoles supportés par Windows 11 en termes de protocole de VPN. Une fonctionnalité malheureusement encore inaccessible pour nous, les utilisateurs francophones, et c'est pas la seule, hein, malheureusement, la langue principale de Windows, on le sent, c'est l'anglais, et tout le focus est mis toujours sur l'anglais évidemment. C'est le support de la reconnaissance des seconds facteurs d'authentification quand ils vous viennent, par exemple, d'un SMS ou d'un mail. Donc à partir du moment où vous avez une notification qui apparaît dans votre zone de notification Windows, s'il reconnaît un pattern qui indique que vous avez un second facteur d'authentification, donc par exemple quand vous vous connectez à votre banque, le petit code à usage unique pour vous identifier, montrer que c'est bien vous, dans ce cas-là, il va automatiquement copier ce code dans le presse-papier, ce qui vous permettra de le coller, par exemple, sur le portail web de votre banque. Donc, ça ne fonctionne pour le moment qu'en anglais, j'imagine que très rapidement ça arrivera dans d'autres langues. Ça fonctionne très bien, par exemple, sous Android, hein, quand vous avez ce genre de fonctionnalité sous Android, le second facteur est copié dans le presse-papier ou est directement intégré dans l'application quand l'application a le focus. Mais pour le moment, donc c'est une fonctionnalité accessible uniquement en anglais, donc à nouveau je fais l'impasse là-dessus, je peux pas vous faire la démo. Une nouvelle capacité dans Windows 11, si vous appuyez sur la touche menu de votre clavier, alors si vous avez une touche menu, moi c'est une combinaison de touches qui me permet d'avoir menu, mais vous voyez que ça ouvre le menu contextuel que vous avez à la souris, mais avec une optique clavier. Et donc vous voyez que partout ici, il y a les petits raccourcis clavier qui vont vous permettre très rapidement d'exécuter la commande associée à l'entrée dans le menu contextuel. Alors c'est particulièrement intéressant puisque ici on imagine qu'on a initié une interaction clavier, puisque vous avez appuyé sur la touche menu du clavier, donc vous pouvez poursuivre en appuyant sur la touche qui correspond. Donc si par exemple vous voulez renommer le fichier, vous avez juste appuyé sur la touche M, et vous allez voir qu'on rentre en mode renommage de fichier. Donc pour les gens qui utilisent intensivement le clavier dans l'explorateur de fichiers, vous aurez la capacité comme ça rapidement de n'utiliser que le clavier. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'ensuite vous voyez que je peux continuer en tapant en fait sur le clavier sans avoir besoin d'utiliser ma souris. Donc un raccourci qui est bienvenu, pour les gens évidemment qui ont une touche menu facilement accessible. Moi c'est déjà moins le cas, puisque vous voyez que c'est une combinaison de touches, mais bon, pour certaines personnes, ça leur rendra probablement service. Je vous avais montré évidemment le nouveau Task Manager de Windows 11, donc le Task Manager, donc le gestionnaire des tâches complètement redéfini pour Windows 11 avec le thème Windows 11 et des capacités qui sont spécifiques à Windows 11. Vous avez dans cette mise à jour-ci la capacité sur une application donnée, donc je viens choisir une au hasard, celle-ci, de créer un fichier de vidage mémoire. Donc ici, sur des applications système, évidemment, ça va me le refuser. Si j'ouvre, je sais pas, par exemple, un bloc-notes, imaginons que vous ayez un souci, alors ce sont des fonctionnalités plutôt pour destination de, on va dire, de développeurs. Mais si, par exemple, dans le bloc-notes, vous avez un souci quelconque, le bloc-notes crash, etc., vous pouvez créer un fichier de vidage. Le gestionnaire des tâches va créer le fichier de vidage. Vous pouvez aller dans l'emplacement où le fichier a été créé. Et ce fichier-là, ce fichier de dump, qui contient le statut mémoire de votre application, donc ici Notepad,
vous pouvez le partager avec quelqu'un qui pourra l'exploiter dans un éditeur, on va dire, pour développer, et pour comprendre dans quel statut est cette application et quel est le bug que vous rencontrez. En tout cas, essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé dans cette situation-là. Alors, toujours le même souci, sur la version que j'ai de Windows 11, la fonctionnalité n'est pas encore activée. Elle est probablement présente, mais non activée. Pour ça, il y a un outillage que je pourrais vous montrer qui s'appelle Vive Tool, qui est un outil qui permet d'activer certaines fonctionnalités au cas par cas, quand Microsoft ne les active pas à distance, pour les forcer en fait sur votre machine. J'aurais pu faire ça, mais honnêtement, vu le type de fonctionnalité que c'est une fonctionnalité très orientée développeur, et même pour des développeurs plutôt d'applications Windows, donc c'est vraiment très particulier, j'ai pas envie d'activer ça sur mon portable, il n'y a aucun intérêt. L'amélioration, c'est que maintenant vous avez la possibilité de faire ces dumps, mais ces dumps en live et pour les mémoires kernel. Donc en gros, ça change pas grand chose à votre compréhension générale, c'est toujours le même principe de récolter de l'information pour débugger une application qui a un problème ou qui bloque ou etc. C'est juste une nouvelle entrée que vous avez dans le Task Manager, vous voyez ici. Elle s'appelle donc créer un dump live, et puis vous avez différentes options. Et ensuite, il y a des capacités de configuration, voilà, pour régler l'interaction avec l'hyperviseur, et puis, si jamais vous avez vraiment plus de mémoire sur la machine, annuler la création de ce live dump pour pas mettre la machine à terre. Voilà en gros ce que ça fait, je rentre pas plus dans le détail, mais vous voyez que même sur le domaine de certaines pratiques comme le développement d'applications, Microsoft continue d'améliorer Windows, c'est très bien, ça permet d'avoir un public large sur Windows. Vous pouvez avoir à la fois l'utilisateur standard qui va sur internet regarder des vidéos, mais aussi des utilisateurs très professionnalisés qui par exemple développent sur Windows. Quelques réglages maintenant de Windows 11 qui peuvent être intéressants et qui ont été ajoutés. Je vous ai montré dans la version précédente, donc Moment 2, qui avait des capacités très intéressantes pour les machines comme la mienne, qui sont des machines à capacité tactile avec un clavier matériel optionnel. Donc quand le clavier matériel n'est pas disponible, vous pouvez basculer automatiquement maintenant sur un clavier virtuel. Et ce clavier, que vous avez d'ailleurs dans Heure et Langue saisi, clavier tactile ici, vous avez la capacité de dire s'il doit s'afficher toujours, donc si vous êtes toujours dans un mode clavier tactile, jamais, donc vous utilisez un clavier matériel et vous êtes tout le temps sur un clavier matériel, ou automatiquement, il doit s'afficher quand aucun clavier matériel n'est connecté sur la machine, donc quand il est désactivé ou déconnecté. Ce réglage-là existait déjà, puisque je vous l'avais montré, hein. C'est juste qu'en fait, il se trouve maintenant dans la partie saisie, donc si vous le cherchez, voilà, vous savez où il se trouve, et puis sinon, n'oubliez pas que vous avez des champs de recherche pour essayer de retrouver un paramètre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très bien rangé, où il y a une certaine logique qui est pas forcément celle de tout le monde, donc parfois c'est compliqué, et en plus quand vous vous êtes habitué à un emplacement pour un réglage, et que par la suite Microsoft le change, bon c'est un petit peu compliqué. Au passage je précise que d'après Microsoft, la vitesse de recherche des réglages dans Windows 11 Moment 3 a été améliorée, donc normalement c'est censé être beaucoup plus réactif quand vous cherchez des entrées. Voilà, vous verrez si vous ressentez cet effet-là. Je me rappelais pas que c'était particulièrement lent, mais apparemment c'est plus rapide. Un autre truc qui est intéressant, mais que je peux pas vous montrer sur ma machine, c'est la gestion de l'USB 4. Donc depuis Windows 11 Moment 3, vous avez la possibilité très facilement de superviser les docks USB 4, donc tout ce qui est switch USB 4 et puis les périphériques USB 4 qui sont connectés dessus. Donc il faut avoir de l'USB 4 pour pouvoir le voir. Et donc pour ça, vous allez dans Bluetooth et appareil, vous avez une section qui s'appelle USB qui synthétise tous les périphériques USB qui sont connectés dessus. D'ailleurs, pour le coup, c'est une entrée qui est assez bien gérée ici, puisque tout est à peu près à sa place. Et dans USB, si jamais vous avez de l'USB 4, vous verrez une entrée hub USB et périphérique USB 4. Uniquement dans ce cas de figure-là. Évidemment, moi, vous voyez, j'ai de l'USB 3, j'ai du Thunderbolt et de l'USB 3, donc je n'ai pas cette capacité-là, donc je n'ai pas l'entrée dans ce menu. Je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, mais vous allez voir que c'est pas extraordinaire, hein, si vous avez juste la possibilité d'avoir plus d'informations sur vos périphériques USB. Vous avez un arbre des périphériques USB 4, et puis quelques informations que vous pouvez copier-coller directement dans le presse-papier. Dans Windows 11, vous avez la capacité dans la partie système, batterie, alimentation, sous la section écran et veille, d'activer les fonctionnalités de Presence Sensing. Donc vous avez la capacité, si votre équipement, donc que ce soit votre écran
ou votre ordinateur portable, tablette, est équipé de capteurs de présence, donc faut savoir si quelqu'un est devant la machine, vous avez la capacité ici d'activer automatiquement la mise en verrouillage en fait quelque part, ou mise en veille de la machine, et puis quand vous vous remettez devant, automatiquement la déverrouiller, ou en tout cas activer Windows Hello, ou la sortir de veille. Moi j'ai un écran qui est compatible, qui a des capteurs de présence, mais qui ne sont pas remontés à Windows, donc du coup j'ai pas la capacité de presence sensing, et donc vous voyez que j'ai pas l'entrée. Ce qui est nouveau dans Windows 11 Moment 3, c'est que vous avez normalement dans confidentialité et sécurité, ici un menu qui permet de savoir aussi quelles sont les applications qui ont accès au presence sensing. Donc ça évite, comme vous avez des paramètres pour la localisation, pour la voix, pour la caméra, le microphone et compagnie, vous avez ici aussi la possibilité d'interdire à certaines applications, ou à toutes, la détection de présence en fait. Moi je n'ai pas le capteur de présence, donc j'ai même pas l'entrée ici de présence, mais pour les gens qui ont ce type de capteur, donc vous avez le réglage, vous l'avez vu, ça c'était déjà présent, et en plus vous avez ici la capacité de gérer finement la partie confidentialité de ce capteur-là. Un autre réglage qui a changé aussi de place, et vous le retrouvez dans Accessibilité clavier, alors où est mon clavier? Il est ici, c'est la possibilité de configurer la touche Print Screen. Alors la touche Print Screen, ou imprime écran en français, c'est une touche historique de clavier. Quand je vous ai fait le test de mon clavier MX Mechanical, je vous ai expliqué que c'est assez rigolo, mais sur mon clavier MX Mechanical, je n'ai plus de touche historique Print Screen. Logitech a décidé de l'enlever, mais il a été remplacé par une touche de capture d'écran, on va dire évoluée pour Windows 11, qui ne sert à rien. Bref, si vous êtes intéressé par ce clavier mécanique, vous avez ma vidéo dans le détail, et malheureusement, donc du coup je peux pas directement vous montrer cette fonctionnalité-là, puisque je n'ai pas la touche imprime écran sur mon clavier mécanique externe. Je l'ai sur mon clavier intégré à mon ordinateur portable, et vous avez la possibilité ici de remplacer l'action de la touche imprime écran par une capture d'écran, donc l'outil capture d'écran qui est extrêmement intéressant dans Windows 11, au lieu de l'utilisation classique d'une capture d'écran. Donc je vous montre ce que ça donne. Si jamais vous désactivez ici l'outil capture d'écran et que vous appuyez sur Print Screen. Ici j'ai appuyé sur la touche, je vais lancer un éditeur d'images, et je vais coller en fait le contenu que j'ai capturé avec Print Screen. Vous allez voir que j'ai tout simplement la capture d'écran de l'écran, qui a été mis dans le presse-papier, donc du coup je peux le récupérer. Donc ça c'est la fonctionnalité historique, mais par défaut Windows vous permet aussi maintenant de redéfinir le comportement de cette touche capture d'écran ici. Donc je vais supprimer le contenu, et si maintenant j'appuie sur la touche Print Screen, vous voyez que ça m'active la nouvelle gestion en fait d'outils de capture d'écran, alors qui était déjà présente dans Windows 10, mais qui a été un petit peu remaniée. Donc ça, je vous le représente pas dans le détail, vous pouvez capturer une zone de l'écran, une zone en format libre, alors qui sert assez peu, mais bon, vous pouvez faire une forme quelconque, une fenêtre ou tout l'écran. Et par défaut, tout l'écran, c'est le comportement, on va dire, de print screen historique. Donc si vous choisissez ici une zone, vous pouvez par exemple dire, moi ce qui m'intéresse c'est de copier cette section-là du texte, vous la sélectionnez, vous allez voir qu'automatiquement, vous avez une petite notification qui apparaît ici, avec un éditeur intégré, et vous pouvez ici surligner, annoter, etc. Vous avez des règles, vous avez des outils de retouche. Vous pouvez copier dans le presse-papier et enregistrer l'image que vous avez capturée directement sur votre disque pour la partager. Donc c'est extrêmement pratique, et du coup pour une touche qui ne vous sert peut-être plus, la touche imprime écran, ça vous permet de la rebrancher sur un outil qui est bien plus évolué. Je vous rappelle aussi que l'outil capture d'écran permet maintenant d'enregistrer des vidéos dans Windows 11. Donc vous pouvez évidemment capturer l'écran sous forme de photo, et vous pouvez maintenant aussi lancer des enregistrements, ce qui vous permet ensuite de partager avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous voulez lui montrer quelle séquence d'action réaliser pour faire quelque chose, ou un truc que vous avez vu quelque part, vous pouvez aussi lui enregistrer un petit clip, ça peut être sympa. Dans les paramètres système, dans multitâche ici, vous allez voir que vous avez une nouvelle capacité. Vous avez par défaut la capacité avec Alt-Tab de naviguer dans les 3 onglets les plus récents. Alors c'est pour les navigateurs qui le supportent, donc c'est principalement Edge de Microsoft. Vous voyez que vous avez 5 et vous avez maintenant 20 onglets les plus récents. Un exemple vaut mieux qu'un long discours, et moi je fais les deux comme ça, coup double. Comment ça marche par défaut? Donc quand vous faites un Alt-Tab, par défaut vous n'avez accès qu'aux applications ouvertes. Donc quand vous faites Alt-Tab, ici j'ai 3 applications ouvertes, la gestion des paramètres Windows, Edge, et puis mon logiciel d'enregistrement d'écran. Si jamais vous choisissez donc de changer le mode de fonctionnement, donc vous aviez 3 onglets, si vous faites Alt-Tab, vous voyez que vous avez les 3 onglets qui sont ici regroupés
sur la droite de l'écran. 5 onglets, vous avez compris, c'est 5 onglets. Donc ça commence à être un peu brouillon, mais si vous n'avez qu'un navigateur web, ça reste encore exploitable. Et 20 onglets, je vous laisse deviner ce qui se passe. Bah, vous avez l'équivalent de 20 onglets, et donc vous avez 23 entrées ici à l'écran. Alors je sais pas s'il y en a 20 exactement, mais en tout cas vous voyez qu'il y en a plus de 5. Le truc c'est que ça devient vite fouillis, même si on a les petites icônes Edge ici. Donc pour moi c'est une fonctionnalité que vous réservez uniquement si vous faites de la consultation web et quasiment que ça. Là effectivement ça peut être pratique de naviguer sous cette forme-là. Sinon c'est vraiment un petit peu embêtant et ça ira plus vite d'utiliser les fonctionnalités directement intégrées dans Edge. Pour moi, dans ce genre de situation, vaut mieux utiliser les fonctionnalités que vous avez ici de prévisualisation d'onglets de Edge et rester dans Edge. Voilà, si vous utilisez énormément d'applications en parallèle et qu'en plus vous avez beaucoup d'onglets dans votre navigateur Edge, ce sera quand même plus exploitable que ce gros bloc de 20. Donc je sais pas pourquoi ils ont accepté de faire ces 20 entrées, il y a probablement une raison. Mais bon, dans la majorité des cas, moi je pense que c'est pas utile, et même je désactive la gestion des onglets complètement dans mes paramètres, hein, je vous l'ai montré, mais je mets à ne pas afficher. Nouveauté de cette version, dans les widgets, donc si vous avez évidemment activé les widgets, moi je les utilise pas du tout, je les active à chaque fois, c'est juste pour faire ces vidéos. Vous avez la capacité d'avoir 3 colonnes d'informations au lieu de 2, et puis vous avez normalement la possibilité, quand vous ajoutez un widget, d'avoir une prévisualisation de ce widget. Moi ça ne marche pas, donc j'imagine que c'est pas encore disponible sur ma version de Windows 11. Je vous mettrai à nouveau une capture d'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais bon, à nouveau, c'est pas essentiel pour la gestion de Windows 11, et c'est pour les gens qui utilisent les widgets. Donc si vous utilisez les widgets, vous allez être content. Et si, comme moi, vous n'en avez rien à faire des widgets, ben vous pouvez les désactiver ici. Et comme ça, vous gagnez un petit peu d'espace dans votre barre des tâches. Voilà en ce qui concerne les nouveautés que je voulais en tout cas vous partager pour cette version de Windows 11. On va l'appeler Moment 3, même si Microsoft ne communique pas officiellement sur ce nom. Pour la build, alors c'est la 22.621.1776 ou une build un tout petit peu supérieure si jamais il y a des dernières corrections qui arriveront pour le grand public. En tout cas, vous aurez le même ensemble fonctionnel que ce que je vous ai montré. C'est une sélection que j'ai faite, je vous ai montré, alors pourtant il n'y avait pas grand chose à en dire, j'ai quand même essayé de vous montrer le maximum de ce qui était intéressant. Il y a d'autres petites choses, mais pour le coup qui vont être tellement anecdotiques que c'est à vous d'aller consulter soit l'article de blog, soit l'article de la knowledge base associé, qui est plus détaillé et qui sera éventuellement aussi en français un petit peu plus tard. Donc vous verrez s'il y a des choses assez intéressantes qui peuvent vous être utiles. La plupart du temps, c'est ce que je vous ai pas montré, c'est soit des trucs vraiment pas significatifs, soit c'est des corrections de bugs. Donc vous verrez que vous avez énormément de corrections de bugs. Tout ce qui est ici, ce sont des corrections de bugs. Donc à vous de voir si vous voulez aller dans le détail. Mais voilà, Windows 11 se bonifie, Windows 11 s'améliore. Pour autant, cette version-ci de Windows 11, Moment 3, vous avez vu, elle est terriblement pauvre, surtout par rapport aux deux nouveautés, deux mises à jour fonctionnelles qu'on a eues, Moment 1 et Moment 2, qui étaient vraiment intéressantes, je trouve, qui apportaient beaucoup de choses. Là, je sais pas si Microsoft en garde sous le pied pour la 23H2, ou si Microsoft n'avait juste pas de capacité d'en sortir plus pour cette version-ci, mais vous voyez que c'est vraiment très léger en termes de possibilités. Maintenant, à nouveau, je le dis une dernière fois, au cas par cas, pour certaines personnes qui sont équipées d'USB 4 ou qui voulaient régler automatiquement leur luminosité, etc., et qui ont les capacités matérielles de le faire, bah, ça va être hyper pratique. Donc évidemment, ces personnes-là vont être très contentes de cette mise à jour. Au cas par cas, en fonction de votre situation, soit c'est une mise à jour qui va vous intéresser, soit elle va vous laisser, on va dire, insensible, mais on peut dire en tout cas que Microsoft continue d'améliorer Windows 11, donc c'est toujours une bonne chose, et si vous en tirez pas profit, au moins, ça ne dégrade pas la situation, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, donc pour la prochaine mise à jour, on verra s'il y a une Moment 4, c'est très possible qu'il n'y en ait pas, sinon ce sera la mise à jour de Windows 11 23H2, qui arrivera en, je pense, septembre, je sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo, mais je pense que ce sera septembre-octobre 2023, puisque c'est a priori les dates qu'ont retenu pour le moment les équipes de Microsoft pour la sortie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux utiliser Windows 11, pour découvrir les fonctionnalités, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!